Coopérer aux nouvelles habitudes de... Ok, Xavier. Et hop, 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 hip, hop, et hop, 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 hop. Puis, gagnes-tu? Mais ça que je gagne. C'est malade. À chaque fois que je pèse ici, je mets de l'argent de côté. Ça s'appelle Hop Épargne. OK. Ah, ça nous prend ça. Mais hein? Tous les moments sont bons pour épargner avec le nouvel outil Hop Épargne, un avantage exclusif aux membres des Jardins. Chez Couche-Tard, la caisse de 12 canettes de Pepsi Max, Mountain Dew ou Orange Crush coûte juste 3,33. En plus, c'est à côté. Couche-Tard, prêt? J'y vais. Ce reportage sur l'agglomération de Longueuil vous est présenté par Jean Coutu, partenaire de prestige des Jeux du Québec. Donc, mon nom c'est Vincent Jourdanet, je suis athlète de kayak de vitesse depuis 7 ans, ça va être ma 7e année cette année. Canoë-kayak de vitesse fait son grand retour aux Jeux du Québec en 2014. Moi, j'ai participé en démonstration en 2012. La passion avant tout. Il faut savoir en quelque sorte le physique qui est fait pour ça. On remarque souvent sur le côté physique qu'on est fait en V. On a souvent un haut du corps plus fort que les jambes. Il faut des bons abdominaux parce que c'est surtout ça qui force, ça paraît pas. Mais c'est surtout ça qui force quand on fait une course, c'est pas beaucoup nos bras. Si on est plus un gars de 1000 mètres, c'est plus l'endurance qui va prôner. Quand on est un gars de 200 mètres, c'est l'explosivité qui va prôner. Parce que les gars, il faut qu'ils soient extrêmement explosifs, autant sur le départ que sur tout le restant de la course. Et les coups, c'est des moulins avant. Ça n'arrête pas, ça enchaîne, ça enchaîne. Le canot, c'est déjà beaucoup moins stable que le kayak, naturellement, parce que le canot, on est à genoux, on a juste un point d'appui d'un seul côté, tandis que le kayak, on est assis et on a 2 points d'appui de chaque, on a un point d'appui de chaque côté, donc on ne peut pas vraiment perdre l'équilibre juste d'un côté, on peut se retenir des deux côtés. Parce que le canot, s'ils perdent l'équilibre sur le côté qui ne rame pas, c'est pas mal fini, ils sont tombés dans l'eau. Mon inspiration, c'est Adam Van Coverdon. C'est notre champion national et mondial en canot-kayak de vitesse. Surtout, c'est le champion du 1000. J'aimerais me rendre aux Olympiques. J'aimerais me rendre aux Olympiques en K1 ou en K2 ou en K4, peu importe. Là. Mais c'est sûr que mon grand rêve, ça sera en K1. Surtout en 1000, parce que pour le moment, j'ai l'air de plus m'aligner comme être un gars de 1000. Ce reportage sur l'agglomération de Longueuil vous est présenté par Jean Coutu, partenaire de prestige des Jeux du Québec. Ce profil de fédération sportive vous est présenté par la Fondation des Jeux du Québec.
Fédération de basketball Québec existe depuis 1970. Elle a été créée avec la venue des Olympiques, comme la majorité des sports, je dirais, la Fédération Unisport au Québec. Donc, et pour un besoin aussi, le basketball est en développement à ce moment-là, et donc elle existe depuis maintenant une quarantaine d'années. La Fédération a recensé autour de 40 000 membres pour la dernière année. Et les services qu'on offre, autant au niveau de la formation des entraîneurs, des officiels, développement des athlètes de haut niveau avec les programmes de sport-études, les programmes des équipes provinciales. On a quand même quelques athlètes masculins et féminins là, qui ont passé par les circuits québécois ici et qui ont encore des bonnes carrières au plus haut niveau. On peut parler de Pascal Fleury. Je pense que tout le monde connaît, là, qui est maintenant revenu au Québec, qui a eu une bonne carrière dans la NCAA aux États-Unis et aussi dans la Ligue professionnelle en Europe. Il y a aussi Samuel D'Alembert, qui était de passage, a quand même été ici quelques années au Québec, au programme Pagé Concordia à ce moment-là, et qui ensuite a poursuivi son cheminement dans la NCAA et encore un joueur dans la NBA. Et on a Chris Joseph aussi qui a passé par les programmes ici au Québec, qui était un choix de première ronde l'an passé avec les Celtics de Boston, puis maintenant là, qui chemine dans des ligues au niveau international. On va lui souhaiter de revenir à la NBA, mais il reste un joueur de haut niveau. Du côté féminin, on peut parler des Sœurs Goudreau qui sont présentement dans la NCAA. Qui poursuivent leur cheminement, qui sont des athlètes de la région de l'Outaouais. Et on a Naira Fields aussi, qui est dans la région de Los Angeles, là, qui elle aussi poursuit son cheminement dans la NCAA. On leur souhaite de pouvoir se rendre au niveau professionnel et d'atteindre leur rêve en basket. Mon nom, c'est Louis-Philippe Gravel. Je suis le responsable de la Société de sauvetage pour le sauvetage sportif. La Société de sauvetage, dans le fond, c'est un organisme à but non lucratif qui a vu le jour en 1909 et dont la mission première, dans le fond, c'est de faire la prévention des noyades et des traumatismes reliés à l'eau. Donc, on pense à toutes les plages, les piscines résidentielles, les piscines privées. Donc, au-delà de la mission première de la Société de sauvetage, qui est de faire la prévention de la noyade, on a également l'organisme au Québec qui est responsable de toute la formation des sauveteurs. Donc, dans le cadre de ce travail-là, nous, en tant que fédération, on offre des services de formation et des conseils personnalisés dans plusieurs domaines qui touchent, dans le fond, tout ce qui touche à l'aquatique. Donc, on pense au sauvetage, à la gestion aquatique, aux premiers soins. Donc, au niveau de la Société de sauvetage, au-delà de notre mission puis de donner de la formation, nous, dans le fond, on est une fédération sportive aussi. On régit ce qu'on appelle le sauvetage sportif partout au Québec. Le sauvetage sportif, c'est un sport qui a vu le jour en 1956 en Nouvelle-Zélande et en Australie. Au Québec, ça a vu le jour en 1979 au Cap-Rouge. C'est là qu'on a vu notre première compétition. Puis à ce jour, c'est un sport qu'on compte environ, qui regroupe 300 athlètes et entraîneurs partout au Québec, à travers une quinzaine de clubs. Au niveau des compétitions de sauvetage sportif, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que notre sport regroupe, si tu veux, trois disciplines. Donc, dans un premier temps, on a ce qu'on appelle le volet technique, qui est essentiellement des compétitions de premiers soins. Puis ensuite, on a ce qu'on appelle le volet piscine et le volet plage. Dans le fond, c'est les deux volets qu'on a présentés en 2014 aux Jeux du Québec. Ce profil de fédération sportive vous est présenté par la Fondation des Jeux du Québec. Bienvenue à ces finales de natation de la 49e finale des Jeux du Québec, agglomération de Longueuil. On est en direct de la piscine du cégep Édouard-Montpetit de Longueuil. Mon nom est Pierre-Paul Biron et je me trouve présentement avec mon analyste Pascal Saint-Pierre en direct de la piscine du cégep Édouard-Montpetit. Pascal, comment ça va? Ça va bien, et toi Pierre-Paul? Ça va très bien, prêt pour un deuxième bloc de finale? Tout à fait, et on espère avoir autant de belles courses que hier. Est-ce qu'on peut s'attendre à des surprises? Là, on a quand même beaucoup de compétitions. On va avoir le 200 mètres libre chez les filles et les garçons, la brasse aux 100 mètres.
Le 400 mètres 4 nages aussi ce matin qui nous a donné de très belles courses. Est-ce qu'on peut s'attendre à des surprises? Des surprises, peut-être, mais surtout des courses très serrées. Si on regarde juste aux 200 mètres libres, les premiers sont très proches l'un de l'autre après les qualifications. Même chose à la brasse. Quand on regarde le programme, il faut s'attendre à beaucoup de courses très serrées et des fins de course enlevantes qui vont encore nous amener au tableau pour pouvoir déterminer les positions. On a eu des records qui sont tombés ce matin, 4 records au total. On a chez les filles au 100 mètres brasse Jilliane Poletto qui avait brisé un record hier, encore une fois, répète l'exploit aujourd'hui. 200 hier. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que son record survive à la soirée de finale ou est-ce qu'elle pourrait elle-même battre son record encore une fois? Ben, je pense que Jilliane pourrait effectivement elle-même battre son record qu'elle a battu ce matin. Elle devrait avoir les réserves nécessaires. Elle a déjà nagé plus vite que ça durant la saison. Donc, il faut s'attendre possiblement à une 12-0, une 11. Donc, entre 0.5 et 1 seconde plus rapide que ce matin. Et du côté des filles, toujours le 100 mètres papillon. Béatrice Côté-Leduc de la région de Montréal qui a battu le record ce matin. On s'attendait à voir Daphné Daniluk et Eliana Baudry, respectivement de Montréal et de Lac-Saint-Louis, lui chauffer un petit peu, peut-être même battre le record. Ça n'a pas été le cas. Est-ce que Daphné Daniluk et Eliana Baudry vont rebondir ce soir en finale? Seule la finale nous le dira, mais effectivement, ça va être une finale que j'anticipe comme étant extrêmement serrée entre ces trois filles-là. Et de toute évidence, il y a des bonnes chances que la gagnante ressorte avec le record des Jeux pour au moins 2 ans encore. Et si on regarde du côté du 100 mètres papillon, garçon, Fedi Jedidi qui a fait tomber le record des Jeux du Québec ce matin avec un temps de 59 secondes 49 centièmes. On a aussi Émile Gouin du Lac-Saint-Louis qui a fait un temps, on était à 3 dixièmes de différence entre les deux nageurs. On doit s'attendre à toute une lutte? Toute une lutte entre ces deux-là. Donc, on se prépare maintenant pour la première épreuve de cette soirée de finale, le 200 mètres style libre chez les filles. Donc, on vous présente les nageuses dans le couloir numéro 1, Mallory Canaan de la région de l'Outaouais. Dans le deuxième couloir, Ainsley McMurray du Lac-Saint-Louis. Le troisième couloir qui est occupé par Juliette Vermès-Monti de la région de Montréal. Irina Mitrea, aussi de Montréal, occupe le quatrième couloir. On retrouve Sarah-Jeanne Pépin de Laval dans le couloir numéro 5. Et finalement, le sixième couloir appartient à Ashley Provost de la région d'Abitibi-Témiscamingue. Donc, si on avait des favorites à surveiller dans cette course-là, Pascal? Bien entendu, entre les couloirs numéro 3 et 4, Juliette Vermès-Monti, Irina Mitrea, ça devrait être une course très serrée. Seulement 2 dixièmes les séparaient après les préliminaires. Donc, ça devrait jouer beaucoup entre ces deux-là. Peut-être Ainsley McMurray de Lac-Saint-Louis dans le couloir 2 qui pourrait peut-être surprendre ce soir lors de la finale. Et le départ de cette première course de la soirée qui est donnée 200 mètres style libre chez les filles. Un excellent départ. On voit les 6 nageuses qui sont nez à nez. Personne qui réussit à s'échapper jusqu'à maintenant. Une course très rapide, on le voit, là, c'est le style libre. Ce n'est pas des sprints comme aux 100 mètres ou aux 50 comme hier. On a quand même 8 longueurs de piscine à faire. Le niveau d'énergie, ça va être au niveau du cardio que ça va jouer dans cette course-là, Pascal? Au niveau du cardio, au niveau de la gestion, effectivement, de la dépense d'énergie. C'est au niveau, le mix entre la technique et le rythme et la vitesse qu'on y donne. On voit ici que tu as des nageuses comme Ainsley McMurray qui a décidé de partir un peu plus vite. Elle n'a rien à perdre. Elle doit se maintenir avec les premières. Juliette dans le couloir numéro 3, elle est là comme favorite, donc essaie de nager en contrôle de cette course-là. Donc c'est présentement ce qu'on voit. Et bien entendu, Irina qui est toujours dans la course attend probablement l'erreur d'une des deux autres. En arrivant comme favorite, là, on regarde dans le couloir 3 et 4 Vermès-Monti et Mitrea. Est-ce que c'est eux qui imposent le rythme de cette course-là? Est-ce que le poids de l'idée la course repose sur leurs épaules? En partie, je dirais. Parce que parfois, les couloirs extérieurs qui ont un peu moins de chance vont peut-être donner le tout pour le tout. Prendre le guess de partir très vite et il ne faut pas faire l'erreur des fois de les suivre, mais de faire sa propre course. Donc,
c'est surtout de leader la deuxième moitié de course. C'est ce qu'on voit présentement. Juliette vient de décider qu'à moitié de course, elle leadait. Mais Irina suit présentement. Elle est toujours dans la course. Fait que les deux filles de Montréal pourraient donner un doublé à la région de Montréal, là, ici. Donc, on voit le peloton là, qui a commencé à se diviser un petit peu. C'est une chaude lutte pour la première et la deuxième position. Juliette Vermès-Monti et Irina Mitrea, comme tu le disais Pascal, de Montréal qui sont au coude à coude. Et en troisième position, on retrouve Ainsley McMurray de Lac-Saint-Louis dans le couloir numéro 2. C'était très serré pour l'arrivée. On va attendre d'aller au tableau. Je pense Irina qui a gagné, effectivement. Irina Mitrea qui remporte la médaille d'or pour la région de Montréal. Un doublé montréalais avec Juliette Vermès-Monti. Et sur la troisième marche du podium dans le couloir numéro 2, Ainsley McMurray de Lac-Saint-Louis. Donc, une très bonne course pour les deux premières participantes, un temps de 2-6. Donc, c'était dans les temps qu'elle nous avait présenté ce matin lors des préliminaires. Donc, une excellente course. Donc, 2 médailles or et argent pour la région de Montréal et le Lac-Saint-Louis qui complète reçoit le podium. une médaille de bronze, complète le podium. Donc, on se prépare maintenant pour la finale B, la deuxième finale de ce 200 mètres style libre chez les filles. Dans le couloir numéro 1, nous retrouverons Clara Gagné de la capitale nationale. Le deuxième couloir est occupé par Mia Desjarlais de Laurentides. Jenny Moisan dans le 3 de Laurentides aussi. Alexia Belzile de Lac-Saint-Louis dans le couloir numéro 4, Gabrielle Morin dans le 5 de Richelieu, de Rive-Sud, et Laurie Bouchard de Chaudière-Appalaches dans le couloir numéro 6. Donc, en début de course, c'est tout de suite Alexia Belzile qui semble vouloir prendre le lead de cette finale B. Par contre, la course est encore très jeune. On l'a vu tout à l'heure, Irina qui est restée un petit peu derrière durant toute la course et qui a su finir en force dans le dernier 50 mètres. On voit déjà les deux filles des Laurentides, Mia Desjarlais et Jenny Moisan, qui réagissent et reprennent tranquillement le devant de la course. Donc très serré pour la première position, les deux candidats de Laurentides qui remontent le peloton. C'est très serré au virage, on va voir à la sortie de l'eau. Dans le couloir numéro 3, c'est la nageuse Jenny Moisan de Laurentides qui est présentement en première position, suivie de très près d'Alexia Belzile et de Mia Desjarlais. Donc, contrairement à la première course, même après les 100 premiers mètres, le peloton reste quand même très groupé. Les 5 premières positions sont très rapprochées. Tout est toujours possible, mais présentement, c'est Jenny Moisan qui semble vouloir un petit peu se détacher du peloton. Elle qui a manqué la finale de vraiment pas beaucoup, de seulement 2 dixièmes ce matin. Donc, elle veut prouver que c'est la meilleure de la finale B, que c'était pas un hasard ce matin. Et qu'elle aurait mérité sa place aussi. Qu'elle aurait mérité sa place dans la finale A, oui. Donc, Jenny Moisan qui est toujours en première place de Laurentides. Et pour la deuxième place, c'est toujours très serré. Petite avance pour Alexia Belzile de Lac-Saint-Louis devant Mia Desjarlais de la région de Laurentides. On tourne ici pour la dernière partie de course. Donc, un dernier 25 mètres. Jenny Moisan qui est toujours en avance. Et pour la deuxième place, c'est Alexia Belzile de Lac-Saint-Louis qui met de la pression. Un dernier sprint. Donc, dans l'ordre 1, 2, 3, ce sera Jenny Moisan, Alexia Belzile et Mia Desjarlais. Donc, 2 médailles, deux athlètes sur le podium pour la région de Laurentides. Jenny Moisan qui rafle l'or avec la première place de cette finale B, oui, avec un temps de 2 minutes 11 64 centièmes. En deuxième place, on a Mia Desjarlais, mais le temps de Alexia Belzile n'est pas entré au tableau en ce moment. Donc peut-être une petite erreur ou une touche légère sur la fin. Donc on va maintenant se préparer pour la finale A chez les garçons 200 mètres style libre. Donc dans cette catégorie,
On va laisser le temps aux athlètes de la finale précédente de quitter la piscine. Et pendant ce temps-là, j'en profite pour présenter les nageurs de cette finale A 200 mètres style libre garçon. Dans le corridor numéro 1, Nathan Baudin-Bolduc de la capitale nationale. Dans le deuxième, Simon Gaudreau de l'Est du Québec. Melek Jedidi de Montréal dans le troisième couloir. Émile Gouin de Lac-Saint-Louis dans le quatrième. David Pouliot de la capitale nationale dans le couloir 5. Et finalement, Benjamin Derry de l'Outaouais dans le sixième couloir. Le départ qui est donné, un excellent départ encore une fois. Donc, très rapide. Très rapide. Il faut s'attendre vraiment à une belle course entre les couloirs 2, 3 et 4. Les trois ont nagé sous la barre des 2 minutes ce matin. Faut pas s'étonner de voir Émile Gouin un petit peu en avance. Même si c'est finalement Simon Gaudreau de l'Est Québec qui a décidé de partir beaucoup plus vite que les deux autres. Par contre, Melek Jedidi est le genre de nageur qui aime bien revenir vers la fin. Donc, ça reste à surveiller. Donc, présentement, en première position, on retrouve Simon Gaudreau de l'Est du Québec, suivi par Émile Gouin. Dans le couloir numéro 4, c'est toujours très serré aussi avec Melek Jedidi dans le couloir 3 de la région de Montréal. Ça va être une lutte à 3 vraiment, cette course-là. J'ai l'impression qu'on va avoir une finale assez excitante. Et jusqu'à date, à la mi-course, c'est ce qu'on a. Une belle course à 3 pour déterminer la couleur de leur médaille. Donc on voit dans le couloir numéro 4, Émile Gouin qui revient et qui semble vouloir prendre la tête. Au virage, c'est très serré encore une fois là, entre Simon Gaudreau et Émile Gouin. Melek Jedidi qui tente de garder le rythme. Donc une très belle finale aux 200 mètres style libre chez les garçons. Présentement, c'est Émile qui essaye de se détacher, mais les deux autres gars, Melek et Simon, ne semblent ne pas vouloir le laisser partir seul. Là, un très beau virage d'Émile Gouin ici qui lui a permis vraiment de partir avec de l'avance. Une très belle propulsion avec l'aide du mur. 50. Donc, un dernier virage, un dernier 25 mètres. Encore une fois, Émile Gouin qui va de tout un virage. Ça lui permet de prendre les devants sur ses deux compétiteurs. Ça va jouer assez serré pour la deuxième place entre Simon Gaudreau et Melek Jedidi qui sont vraiment à égalité. Donc on va attendre d'aller au tableau, mais victoire confirmée, Émile Gouin qui va chercher la médaille d'or aux 200 mètres style libre garçon. On attend le tableau. Et finalement, pour la médaille d'argent, c'est Melek Jedidi dans le couloir numéro 3 avec un temps d'une 55-37 et très serré, 2 centièmes de seconde plus tard. Simon Gaudreau de l'Est du Québec qui va décrocher la médaille de bronze. Donc on avait dit qu'on aurait une course serrée, ça a été le cas. Une très belle course, très belle performance des 3 premiers nageurs. Donc Lac-Saint-Louis qui rajoute une médaille d'or à son palmarès. On s'installe maintenant pour la finale B, 200 mètres libre toujours chez les garçons. Donc dans cette finale B, couloir numéro 1, on retrouve Charles-André Coffin de Lac-Saint-Louis, Alexandre Dauphin-Laprise de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Dans le troisième, Anis Chabi de Rive-Sud. Toujours de Rive-Sud dans le quatrième couloir, Bruno Lamontagne. Édouard Chabot de Chaudière-Appalaches occupe le 5e couloir. Et finalement, Xavier Beaulieu de l'Outaouais dans le couloir numéro 6. Donc le départ de cette finale B 200 mètres style libre garçon est donné. Et vraiment là, après le 25 premiers mètres, c'est très serré. On ne peut pas vraiment partager qui est à l'avant. Des temps qui avaient été très similaires encore une fois pour ces nageurs-là. Donc 4 nageurs qui étaient sous la barre des 2 minutes 6. Donc, tout à fait. Donc les couloirs 2 à 5 pourraient se donner une chaude lutte. On va dans le couloir 3, là, on semble avoir Anis Chabi de Rive-Sud qui semble vouloir prendre les devants avec son compatriote de la Rive-Sud, Bruno Lamontagne, à ses côtés dans le couloir 4 qui semble vouloir se lancer à sa poursuite. Donc tranquillement, effectivement, Anis Chabi semble vouloir essayer de se détacher rapidement du peloton. Donc, Chabi qui complète à l'instant même son premier 100 mètres. Donc, toujours à l'avant, Anis Chabi de la région de Rive-Sud, un nageur âgé de 15 ans. Et à ses côtés, Bruno Lamontagne, compatriote de Chabi avec l'équipe de Rive-Sud.
Bruno semble vouloir rattraper légèrement Anis lors des dernières et c'est Alexandre Dauphin-Laprise du Saguenay-Lac-Saint-Jean aussi qui vient rattraper se joindre Anis, à la fête. oui, se joindre à la fête pour le dernier 50 mètres. Et un excellent virage, entre autres, d'Alexandre Dauphin-Laprise qui lui permet même de devancer très légèrement Anis Chabi. Donc ça va être très serré pour le dernier virage avant le dernier 25 mètres. On va voir qui va en ressortir avec l'avantage. C'est Dauphin-Laprise de Saguenay-Lac-Saint-Jean qui prend les devants avec 25 mètres à compléter. Très serré pour la deuxième place entre les deux représentants de Rive-Sud. Donc un dernier sprint pour la première place de cette finale B. C'est finalement Alexandre Dauphin-Laprise de Saguenay-Lac-Saint-Jean qui termine en première position dans le corridor numéro 2. En deuxième place dans le corridor 4, Bruno Lamontagne de Rive-Sud. Et en troisième position, bien c'est Anis Chabi dont le chrono n'a pas été enregistré. Donc probablement un petit problème ici au niveau de l'électronique. On vient de faire la correction. Anis Chabi dans le corridor numéro 3 qui va remporter la troisième place de cette finale B. 200 mètres style libre garçon, donc dans l'ordre, Alexandre Dauphin-Laprise, Bruno Lamontagne et Anis Chabi. On passe maintenant aux 100 mètres brasse chez les dames. Un record qui avait été battu ce matin dans cette catégorie. Gilliane Poletto qui va sûrement être à surveiller. Donc dans le corridor numéro 1, Zoé Kivigé de Montréal. Pardon, dans le deuxième corridor, Ellie Poletto, la sœur cadette de Gilliane de Lac-Saint-Louis. Dans le troisième, Gilliane Poletto de Lac-Saint-Louis aussi à surveiller. Marie-Philippe Bisaillon, le quatrième couloir. Dans le cinquième, Lily Chicoine de Rive-Sud. Et finalement, Sabrina Réaume de Lanaudière dans le sixième couloir pour cette course 100 mètres brasse chez les dames. Comme on l'a dit précédemment, Gilliane a déjà battu le record des Jeux. Je pense qu'il faut la prendre comme favorite. Surtout lors du deuxième 50, elle devrait se détacher complètement. Ce qu'il faut surveiller, est-ce que sa sœur Ellie va réussir à aller rechercher la deuxième place comme elle l'a fait hier pour avoir à nouveau un doublé? C'est une très belle histoire pour le Lac-Saint-Louis, ça. On va belle voir. Histoire. Et là, on voit 4 filles qui virent presque en même temps pour la deuxième, et c'est dans le couloir 1, Zoé Giviger qui semble tranquillement la nageuse de Montréal, venir deuxième. Donc, toujours devant Gilliane Poletto de Lac-Saint-Louis, détentrice du record des Jeux du Québec établi ce matin lors des préliminaires. En deuxième position, ça semble être Zoé Kivigé de Montréal dans le couloir numéro 1. C'est très serré pour la deuxième position. Les couloirs 4 et 5 aussi. Oui, Marie-Philippe Bisaillon et Lily Chicoine là, qui sont à la poursuite de Poletto. Poletto qui remporte la médaille d'or, suivi de la médaille d'argent Zoé Kivigé de Montréal. Et on va aller au tableau pour la médaille de bronze. C'est dans le couloir numéro 4, Marie-Philippe Bisaillon de la région de Montréal. Numéro 5 probablement, Lily Chicoine, parce que le temps de Gilliane n'apparaît pas sur le temps. C'est vrai, oui, merci Pascal de la précision. Le temps de Gilliane Poletto qui devrait être au haut de l'écran, donc qui n'apparaît pas. C'est le suspense pour savoir si le record est battu ou pas. Oui, parce qu'on n'a pas son temps malheureusement. Donc on vous invite, comme on l'a fait toute la journée, à vous rendre sur le site Longueuil 2014 des Jeux du Québec pour voir vraiment le temps de Gilliane Poletto. Malheureusement, on ne peut pas aller voir au tableau, il y avait un petit problème d'électronique ici. Donc on s'installe pour la finale B au 100 mètres brasse chez les filles dans le corridor numéro 1, Juliette Labbé de l'Est du Québec. Dans le deuxième couloir, Sarah-Ève Brouillette de l'Abitibi-Témiscamingue. Charlotte Cormier de Lanaudière dans le corridor 3. Rosalie Davidson de Laurentide dans le quatrième. Roselyne Larivière Mauricie dans le cinquième couloir. Et dans le dernier et sixième couloir, Laurence Turbide-Paquet de l'Outaouais. Donc les nageuses qui vont s'installer sur les blocs de départ pour la finale B de ce 100 mètres brasse chez les femmes. On est prêt à donner le départ. Et cette finale B qui est lancée. Donc un excellent départ dans le couloir numéro 3 pour Charlotte Cormier de Lanaudière. Donc, après le premier virage dans le couloir 3, Charlotte Cormier qui est toujours devant
À ses trousses en deuxième position, on retrouve Rosalie Davidson de la région de Laurentides. Et en troisième place, Sarah-Ève Brouillette de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc on en parlait là, depuis hier, Pascal, dans des courses comme ça, on voit l'étalement en pyramide des nageuses. On le voit encore très bien dans cette course. Les couloirs 3 et 4, et plus on va vers l'extérieur, plus on recule un petit peu dans la piscine. C'est assez facile à voir pour les téléspectateurs ici lorsqu'on a une vue d'ensemble de la piscine. Tout à fait, étant donné qu'on place toujours les meilleurs athlètes dans le centre de la piscine pour qu'ils puissent voir de chaque côté les adversaires. Donc la première, la personne avec le temps plus rapide est dans le couloir numéro 3, la deuxième dans le 4, la troisième dans le 2 et ainsi de suite. On s'en va de même jusqu'au couloir extérieur. Donc toujours en première place alors qu'elle approche du fil d'arrivée, Charlotte Cormier de la région de la Naudière. En deuxième position, belle remontée au final de Rosalie Davidson de la Laurentide qui va chercher la deuxième place de cette finale B. Et au troisième rang, on retrouve dans le couloir numéro 2 Sarah-Ève Brouillette de l'Abitibi-Témiscamingue. Il y avait Juliette Labbé dans le couloir numéro 1 qui semblait également très rapide vers la fin. Pas de chrono encore une fois. Oui. Pardon, je me suis trompé. Là, dans la deuxième position, en effet, c'est Juliette Labbé dans le troisième position. Bon, on vient de faire le correctif au tableau. Donc, je le répète, on recommence dans l'ordre. Premier rang dans le couloir 3, Charlotte Cormier de la Naudière. En deuxième position, Rosalie Davidson de Laurentide. Et pour compléter les trois premières positions, Juliette Labbé de l'Est du Québec. On se prépare maintenant pour la finale 100 mètres brasse chez les garçons. La finale A, on retrouve dans le couloir numéro 1 Marc Mocrane-Amouche de la région de Montréal. Deuxième couloir, Gabriel Massé de la capitale nationale. Dans le troisième, Jérémy Land de Lac-Saint-Louis. À côté de lui, dans le couloir 4, Michael Dimeo de Lac-Saint-Louis aussi. Dans le cinquième, Raphaël Bélanger de la capitale nationale. Et pour terminer, Giancarlo Mata de Laurentide dans le couloir numéro 6. Une course serrée à prévoir puisque moins de 9 dixièmes de seconde séparaient les 6 concurrents qui sont dans l'eau présentement après les préliminaires de ce matin. On peut s'attendre à une finale très enlevante de ce côté-là. Tout le monde pourrait enlever la médaille d'or. Effectivement, et on le voit présentement dans le couloir numéro 1, 3 et 6. C'est ceux qui présentement semblent se détacher légèrement, mais encore, il reste un autre 50 mètres. Donc après le premier virage, Marc Mocrane-Amouche de Montréal dans le couloir numéro 1 qui est en tête, mais ça reste très serré. Dans le couloir 3, Jérémy Land de Lac-Saint-Louis qui est à ses trousses. Et dans le couloir 6, on a aussi Giancarlo Mata de Laurentide qui semble vouloir rattraper ses deux adversaires. Mais pour l'instant, c'est vraiment Marc Mocrane-Amouche qui semble vouloir aller allègrement vers la victoire. Donc, reste à voir pour la deuxième position, ça va être très serré à l'arrière, oui. Oui, entre Jérémy Land, Jérémy Land pourrait finir deuxième possiblement. Donc, médaille d'or, Marc Mocrane-Amouche de Montréal avec un temps d'une 7:18, donc un excellent chrono de sa part. Oui. La médaille d'argent qui va dans le couloir numéro 3 à Jérémy Land du Lac-Saint-Louis. Et la médaille de bronze dans le couloir numéro 4, Michael Dimeo de Lac-Saint-Louis. Donc, encore une fois, 2 médailles qui s'ajoutent au palmarès de Lac-Saint-Louis en natation. Vraiment une très belle récolte jusqu'à maintenant. Mais la médaille d'or qui va à Marc Mocrane-Amouche de la région de Montréal. Qui eux aussi connaissent un bon début de soirée. Et on vient de battre un record des Jeux du Québec, Pascal, encore une fois. Marc Mocrane-Amouche, avec un chrono d'une 7, vient d'abaisser le record qui datait de 1997. Donc maintenant, on s'en va dans la finale B chez les garçons, 100 mètres brasse. On retrouve dans le couloir numéro 1 Vincent Foisy de Montréal. Dans le deuxième, Alexandre Dauphin-Laprise, qu'on a vu un petit peu plus tôt du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Simon Bouchard de la Côte-Nord dans le couloir 3. Christophe Lebel de la Mauricie dans le quatrième. Le cinquième couloir est occupé par Benjamin Couture de l'Est du Québec. Et finalement, William Allard de Richelieu-Yamaska dans le sixième couloir. Donc une très belle performance dans la finale A. Marc Mocrane-Amouche qui abaisse le record des Jeux du Québec de 3 secondes, un record qui datait de 1997. Donc on est prêt à donner le départ pour cette finale B. 100 mètres brasse chez les garçons. La course qui est lancée, le départ qui est bon. Voyons voir qui va sortir de l'eau au premier rang. Très difficile, très serré comme vous le voyez sur ce plan de caméra. 4 nageurs qui sont à égalité après les 25 premiers mètres. Au premier virage, c'est encore très serré.
Encore une fois, peu de différence de temps ce matin lors des préliminaires, mais là, présentement, c'est Simon Bouchard de la Côte-Nord qui semble se détacher du lot, semble prendre une option sur la victoire du 100 mètres brasse finale B présentement. Suivi de Christophe Lebel de la Mauricie dans le couloir numéro 4. Donc c'est très serré pour la deuxième et la troisième place, mais on voit là, que Simon Bouchard de la Côte-Nord semble vouloir conforter son avance. La poursuite se rapproche. Ça va être un 25 derniers mètres. Ça va être très serré. Simon Bouchard qui a toujours les devants de la Côte-Nord, suivi de Christophe Lebel de la Mauricie dans le couloir numéro 4. Et pour la troisième position, on a Benjamin Couture de l'Est du Québec dans le couloir numéro 5. Ça va être très serré pour le premier rang. Et c'est finalement Simon Bouchard dans le couloir numéro 3 de la Côte-Nord. Malheureusement, encore une fois, un petit problème technique ici. Le temps de Simon Bouchard qui ne s'est pas enregistré au tableau. On va peut-être apporter les correctifs. Donc, Simon Bouchard et Christophe Lebel dans les couloirs 3 et 4 qui sont arrivés presque à égalité. Donc, il va devoir y avoir des petits correctifs ici. Mais à l'œil comme ça, c'était Simon Bouchard en première position, suivi de Christophe Lebel. Et Pierre-Paul, tu as un excellent œil. C'est confirmé. Simon Bouchard qui va chercher le premier rang. Donc, il reste le temps de Christophe Lebel, pardon, à corriger. Et en troisième position, on retrouve dans le couloir numéro 1 Vincent Foisy de la région de Montréal. Donc, dans l'ordre, Simon Bouchard, Côte-Nord, Christophe Lebel, Mauricie et Vincent Foisy de Montréal. 1, 2, 3 pour cette finale B, 100 mètres brasse chez les garçons. On s'installe maintenant pour un 50 mètres d'eau chez les dames en natation olympique spéciaux. Donc, pour cette course, on retrouve dans le corridor numéro 1 Chloé Larivière de la région de Lanaudière. Dans le deuxième, Mélina Godette de Lanaudière aussi. Miori Hainaut de Laurentides qui est la nageuse à surveiller dans cette finale. Vraiment là, une très belle performance ce matin. Valérie Garot de Lac-Saint-Louis dans le couloir numéro 4. Sarah-Jeanne Caronguay de Laurentides, nageuse âgée de seulement 11 ans dans le couloir 5. Et Zoé Curodo de la capitale nationale dans le 6e et dernier couloir. On me souffle à l'oreille le temps de Gilliane Poletto précédemment dans le 100 mètres brasse. Elle a roulé 1 minute 12 secondes 18 centièmes, ce qui abaisse son record de ce matin. On a encore une fois un nouveau record. Gilliane Poletto qui continue sa fin de semaine de rêve avec un deuxième record des Jeux du Québec qui est abaissé, en plus d'une deuxième médaille d'or. Donc, une très belle performance de l'athlète de Lac-Saint-Louis. Donc, le départ qui est donné de ce 50 mètres d'eau, natation olympique spéciaux chez les dames. Présentement en tête dans le couloir numéro 3, Miori Hainaut de Laurentides qui avait enregistré un excellent chrono de 46,37 ce matin lors des préliminaires. Donc, un excellent virage encore une fois. Donc, vraiment, Miori Hainaut qui survole cette finale A olympique spéciaux. En deuxième position, on retrouve dans le couloir numéro 4 Valérie Garot de Lac-Saint-Louis. Et pour la troisième position, c'est très serré par contre. On voit Chloé Larivière dans le couloir numéro 1 et Sarah-Jeanne Caronguay présentement qui sont dans la course pour cette médaille de bronze. Donc ici, Valérie Garot qui vient conforter sa médaille d'argent. Et pour le bronze, ce sera très serré. Mais c'est dans le couloir numéro 1, Chloé Larivière de Lanaudière qui va chercher une deuxième médaille dans cette course pour... non, pardon, excusez, c'était Laurentide. Donc, Chloé Larivière de Lanaudière en troisième place. Donc, encore une fois, des petits problèmes avec le chrono. On va attendre les correctifs. Miori Hainaut, son temps qui n'a pas été enregistré. Mais c'est bel et bien elle qui a fini en tête de l'épreuve, suivie de Valérie Garot et de Chloé Larivière dans le couloir numéro 1. Donc, le temps de Valérie Garot devrait être également dans le couloir numéro 4 à corriger dans les prochaines secondes. Donc, encore une fois, une très belle performance de Miori Hainaut avec un temps de 45,11, ce qui abaisse son temps des qualifications ce matin des préliminaires. Donc, et le temps aussi de Valérie Garot, un temps de 52,54, elle aussi qui abaisse son temps des qualifications ce matin.
Donc maintenant, on va se préparer pour la finale B de ce 50 mètres d'eau chez les dames en Olympiques spéciaux. Donc, dans le couloir numéro 1, on retrouve Laura Bertium de Richelieu-Yamaska. Dans le deuxième couloir, Alexandra Rodrigue de Chaudière-Appalaches. Le troisième est occupé par Sandrine Chouital-Desiel de Mauricie. Laura Ratré de Lac-Saint-Louis se trouve dans le quatrième couloir. Et finalement, Marie-Soleil Potvin de Richelieu-Yamaska dans le cinquième couloir. Et il y a seulement 5 participantes à cette finale B. 50 mètres d'eau olympiques spéciaux chez les dames. Donc, on attend que les concurrentes fassent leur entrée à l'eau. Les participantes qui font leur entrée à l'eau, on va se préparer à donner le départ de cette finale B chez les dames olympiques spéciaux. Un 50 mètres d'eau et il n'y a pas de participants dans le couloir 3. Donc Sandrine Chouital-Desiel qui est absente. Ce sera une course à 4 concurrentes. Donc la concurrente de Mauricie qui ne s'est pas présentée pour cette épreuve. C'est qui pourrait ouvrir la porte à Laura Ratré. Oui, parce qu'on avait vu, c'est Chouital-Desiel qui avait eu le meilleur chrono ce matin lors des préliminaires. Et c'est définitivement Laura Ratré qui est en tête présentement de Lac-Saint-Louis, suivi en deuxième position de Laura Bertium de Richelieu-Yamaska dans le couloir 1 et de Marie-Soleil Potvin aussi de Richelieu-Yamaska dans le couloir numéro 5. Donc, présentement, c'est effectivement Laura Ratré qui a une bonne avance sur sa plus proche concurrente, qui est Laura Bertium du Richelieu-Yamaska dans le couloir numéro 1. Donc, Laura Ratré qui fait présentement une très belle course. Et c'est beau, Pascal, de voir la persévérance de ces athlètes-là qui, malgré des difficultés, viennent ici au jeu, s'intègrent très bien avec les autres athlètes et aussi offrent de très belles performances. C'est très inspirant à regarder et j'imagine que c'est très inspirant, surtout en voyant des réactions comme ça pour les autres athlètes. On voit Laura Ratré qui est très fière de sa victoire. Donc, dans le couloir numéro 1, Laura Ratré de Lac-Saint-Louis qui remporte cette finale B. 50 mètres d'eau aux Olympiques spéciaux chez les dames. Et donc, ça a été très serré pour la deuxième position entre Laura Bertium et Alexandra Rodrigue dans les couloirs numéro 1 et 2. Donc, c'est finalement dans le couloir numéro 2, Alexandra Rodrigue de Chaudière-Appalaches avec un chrono d'une 27,92 qui enlève la deuxième position. Et dans le couloir numéro 1, Laura Bertium de Richelieu-Yamaska qui termine en troisième position. Donc, on se prépare maintenant pour le 50 mètres d'eau olympiques spéciaux, cette fois-ci chez les messieurs. Donc, dans la présentation des candidats, dans le premier couloir, Jérôme Vallière de Richelieu-Yamaska, Vincent René de Côte-Nord dans le couloir numéro 2, Cédric Brunel dans le troisième de Richelieu-Yamaska. À ses côtés, dans le quatrième couloir, Arnaud Lemay de Rive-Sud, Loïc Furlot-Turp de Lac-Saint-Louis dans le cinquième couloir. Et pour terminer, Samuel Dupuis de Mauricie dans le couloir numéro 6. Ici, on devrait avoir une belle lutte entre les nageurs du couloir 2, 3 et 4, soit Vincent René de la Côte-Nord, Cédric Brunel du Richelieu-Yamaska et Arnaud Lemay de la Rive-Sud. Des 3 nageurs qui avaient eu des chronos très similaires ce matin lors des préliminaires. Donc on peut s'attendre à une très belle finale aussi. 50 mètres d'eau, messieurs, olympiques spéciaux. On est prêt à donner le départ. Le départ qui est donné et c'est un bon départ. Donc on voit dès le début de l'épreuve, dans le couloir numéro 3, Cédric Brunel de Richelieu-Yamaska qui semble vouloir prendre la tête. Suivi de très près dans le couloir 5 de Loïc Furlot-Turp du Lac-Saint-Louis. Donc c'est très serré pour les positions 2, 3 et 4. Cédric Brunel qui
complète le virage en première place, conforte un petit peu son avance. Dans le couloir 4, en deuxième position, Arnaud Lemay de la Rive-Sud. Et en troisième position, dans le couloir numéro 2, Vincent René de la Côte-Nord. Donc les 3 coureurs qui étaient à surveiller s'enlignent pour les positions 1, 2 et 3. Et finalement, c'est effectivement Cédric Brunel qui termine premier de Richelieu-Yamaska. Finalement, il a réussi à se détacher du lot. Par rapport à ce matin, on aurait cru à une course plus serrée, mais oui. Non, Cédric a sorti très très fort ce soir très belle course a laissé aucune chance. Donc un chrono de 42,87 pour Cédric Brunel. Non, ça va être un chrono en deçà de ce score. Son temps qui n'est pas affiché au tableau. Oui. Et voilà, 41,11. Donc, il abaisse son temps de préliminaire de ce matin. En deuxième position, Arnaud Lemay, 42,87 dans le couloir numéro 4. Et en troisième position, médaille de bronze pour Vincent René de la Côte-Nord avec un temps de 44 secondes, 31 centièmes. Donc, dans l'ordre, l'or qui va à Cédric Brunel, l'argent à Arnaud Lemay et le bronze à Vincent René. On est maintenant en train de s'installer pour la finale B chez les messieurs aux 50 mètres d'eau olympiques spéciaux. Dans le corridor, une course qui sera seulement à 3 candidats. Cette fois-ci, donc dans le corridor numéro 2, Jérôme Lapierre de la Côte-Nord. Dans le troisième corridor, Jonathan Grant de Lac-Saint-Louis. Et dans le quatrième, Joseph Bouchard de la Capitale-Nationale. Donc, on est prêt à donner le départ. On a vu Joseph Bouchard de la Capitale-Nationale qui semblait très excité, très content d'être là. Très excité de faire sa finale, de renager ce soir. Donc, on va voir si ça va se concrétiser dans son temps. Est-ce qu'il va pouvoir mettre son énergie à bon profit pour sa course? Donc, jusqu'à maintenant, après le départ, c'est Jonathan Grant du Lac-Saint-Louis qui prend les devants, suivi de Joseph Bouchard de la Capitale-Nationale et de Jérôme Lapierre de la Côte-Nord en troisième position. Donc, Jonathan qui arrive à la mi-course à son premier 25 en première position. Par contre, Joseph Bouchard est pas si loin derrière. Joseph qui était très excité à faire sa course. Donc, on va voir si fait que... Par contre, on a eu un petit peu de problème lors du virage. Le virage a été plus difficile. Le virage a été un petit peu plus difficile. Donc c'est Jonathan Grant qui du Lac-Saint-Louis qui arrive en première position, avec les 5 derniers mètres à faire, seul vers la ligne d'arrivée. Donc une très belle victoire dans cette finale B pour Jonathan Grant du Lac-Saint-Louis, suivi en deuxième position de Joseph Bouchard de la Capitale-Nationale et au troisième rang, Jérôme Lapierre de la Côte-Nord. Une très belle course pour les athlètes et on voit Jonathan Grant qui semble très content de sa course, très satisfait. Très heureux, effectivement. Une très belle course. Il sera intéressant de voir s'il va avoir réussi à abaisser son temps de ce matin lors des qualifications. Alors que Jérôme Lapierre de la Côte-Nord termine sa course. Ce qui complète notre finale B. Très content aussi, très satisfait. On entend la réaction des spectateurs dans les estrades. C'est beau de voir les encouragements et la foule qui se met de la partie pour encourager ses athlètes. Donc un temps d'une minute 88 centièmes dans le troisième couloir pour Jonathan Grant. Joseph Bouchard dans le couloir numéro 4 avec un temps de 1:09:40 et 1:41:26 pour Jérôme Lapierre de la Côte-Nord. Donc alors que les 3 nageurs vont quitter la piscine, on s'installe maintenant pour le 50 mètres d'eau chez les dames en paranatation. Donc, les nageuses lors de cette compétition dans le couloir numéro 1, Océane Bolduc de la Capitale-Nationale. Dans le deuxième corridor, Catherine Laberge du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Stéphanie Ducas de Laurentide occupe le troisième corridor. Sabrina Duchesne de la Capitale-Nationale dans le quatrième. Myriam Soliman de Montréal, le cinquième corridor. Et finalement, Caroline Gagnon du Centre du Québec occupe le sixième corridor. Donc on attend que les nageuses fassent leur entrée à la piscine. Encore une fois, il faut mentionner que
le classement final ne sera pas le temps qu'on va voir au tableau, mais bien le classement selon un système de pointage, selon les types d'handicap que chacun a. Donc, ne pas oublier d'aller visiter jeuxduquebec.com pour voir tous les résultats officiels. Donc, les nageuses qui vont faire leur entrée dans la piscine dans les prochaines secondes. Donc, on en profite pour rappeler les différents types d'handicap. Les personnes ayant des handicaps intellectuels, visuels et aussi physiques peuvent participer aux épreuves de paranatation, alors que les épreuves olympiques spéciaux que l'on a vues juste auparavant sont réservées aux personnes ayant des handicaps intellectuels seulement. Tout à fait. Et là, présentement, dans nos 6 candidates, ce sont tous des handicaps physiques qu'ils ont présentement. Et on reprend la compétition avec l'entrée dans l'eau des athlètes. Donc, on est installé pour le départ de ce 50 mètres d'eau chez les dames paranatation. Et le signal qui est donné, le départ qui est lancé. Les officiels font signe que le départ est bon. Un bon départ pour Stéphanie Ducas dans le couloir numéro 3. Suivi de près de Sabrina Duchesne de Capitale Nationale. Donc la course qui va se jouer pour la première position, à tout le moins, entre ces deux athlètes. Les deux athlètes qui avaient obtenu des bons temps ce matin, 41,89 pour Stéphanie Ducas et 44,29 pour Sabrina Duchesne. Tout à fait. Donc Stéphanie qui est plus expérimentée un petit peu, on voit qu'elle peut finir en force cette course. Et la jeune Sabrina arrive en deuxième position. Donc une très belle course pour Sabrina Duchesne de la Capitale Nationale, âgée de seulement 13 ans. Tout à fait. Donc on va attendre d'aller voir les résultats au tableau pour la deuxième, troisième position. Au premier rang dans le couloir numéro 4, bon, le temps de Stéphanie Ducas qui n'a pas été enregistré. Donc un petit problème de touche légère ici. Au deuxième rang, on va avoir... dans le couloir numéro 4, Sabrina Duchesne avec un chrono de 44,30. Et au troisième rang, Catherine Laberge du Saguenay-Lac-Saint-Jean, âgée de seulement 12 ans, qui va enlever le troisième rang, la médaille de bronze, avec un temps de 50,61. Donc on attend toujours les résultats officiels. Ah, c'est parce qu'il nous manque toujours une candidate dans le couloir numéro 6, Caroline Gagnon, qui termine sa course en 1 minute 30, 27 centièmes. Donc... on devrait avoir bientôt le temps de Stéphanie Ducas, du corridor numéro 3. Bientôt. Donc, et voilà, 40-24. Donc, elle abaisse son temps de préliminaire de ce matin, elle qui avait fait 41,89. Donc, une médaille d'or pour Stéphanie Ducas, médaille d'argent pour Sabrina Duchesne et une médaille de bronze pour Catherine Laberge du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On va maintenant se préparer pour le 50 mètres d'eau chez les messieurs paranatation. 5 coureurs qui vont prendre le départ de cette épreuve. Donc, dans le couloir numéro 1, Félix Hébert de la Mauricie, âgé de seulement 12 ans. Dans le couloir numéro 2, Benjamin Desilets du centre du Québec. Le troisième couloir appartient à Hicham Bouffekane de Montréal. Le quatrième, Nicolas Plamondon de la Capitale Nationale. Et pour terminer, Omar Sadatz de la région de Montréal va occuper le couloir numéro 5. Donc, on attend l'entrée à l'eau des concurrents. Donc, au niveau des handicaps ici, Pascal, est-ce qu'on retrouve encore une fois seulement des handicaps physiques? Cette fois-ci, on a des handicaps physiques dans les couloirs numéro 1, 3, 4 et 5. Et dans le couloir numéro 2, on a un handicap intellectuel. Merci. Et la différence, dans ce cas-ci, Benjamin Desilets avait le choix de participer dans le volet paranatation, dans le volet olympique spéciaux. Dans son cas, il a fait le choix de paranatation. Et on a vu dans les autres finales des olympiques spéciaux que certains athlètes avaient fait le choix inverse. Donc, la finale qui est lancée aux 50 mètres d'eau
Chez les hommes, paranatation, en première position, on retrouve dans le couloir numéro 3 Hicham Bouffekane de Montréal qui a connu un départ canon. Il est suivi de très près de Nicolas Plamondon de la capitale nationale. Et là, au virage, c'était très serré. Plamondon qui a pris l'avantage, mais Bouffekane qui se lance à ses trousses. Oui. Ça va être très serré. Et dans le couloir numéro 2, Benjamin Desilets du centre du Québec en 3e place. Et ça va être très serré pour le finish. Écoutez, on va attendre d'aller au tableau pour le résultat. Les deux. Et voilà, c'est finalement dans le couloir numéro 4, Nicolas Plamondon de la capitale nationale avec un chrono de 37,61 et 4 centièmes de seconde plus tard dans le couloir 3, Hicham Bouffekane de Montréal qui va chercher la médaille d'argent. La médaille de bronze qui appartient à Benjamin Desilets du centre du Québec avec un temps de 39,64. Donc dans l'ordre, Nicolas Plamondon, médaillé d'or, Hicham Bouffekane, médaillé d'argent et Benjamin Desilets, médaillé de bronze de ce 50 mètres d'eau paranatation chez les messieurs. Et on a Félix Hébert qui vient de compléter la course de Mauricie en 5e position. Donc on va maintenant se préparer pour une des grosses finales qu'on a ce soir, un des deux 400 mètres 4 nages, cette fois-ci chez les dames. Donc une très bonne course, on l'a vu là, ce matin, souvent c'est la 3e nage, la brasse qui va faire la différence dans cette course-là. Ça va être intéressant de voir la gestion que les athlètes vont faire de leur course. Donc on va y aller avec la présentation des nageuses dans le couloir numéro 1, Megan Wall de l'Abitibi-Témiscamingue. Dans le 2e, Marie-Philippe Bisaillon de Montréal. Le 3e est occupé par Marie-Ève Weber de la capitale nationale. Marianne Dandois-Sanson de Montréal dans le 4e. Stéphanie Hussé dans le 5e de Lac-Saint-Louis. Et Moana Aude-Camiran de l'Outaouais dans le 6e corridor. Le départ qui est donné est vraiment un départ canon pour certaines nageuses, dont Stéphanie Hussé dans le 5e couloir de Lac-Saint-Louis. Donc une excellente nageuse au papillon, on le voit, prend déjà de l'avance sur ses concurrentes. On a aussi dans le 4e couloir Marianne Dandois-Sanson de Montréal qui avait connu une très bonne course ce matin. Donc un très bon départ pour les corridors 4 et 5. C'est plus difficile du côté des corridors 2 et 3. Mais il ne faut pas négliger Marie-Ève Weber de la capitale nationale, elle qui avait fait le meilleur temps ce matin. Donc on peut s'attendre à une très bonne nageuse de brasse là. Il faut effectivement voir une meilleure deuxième moitié de course pour Marie-Ève Hébert, tout comme Marie-Philippe Bisaillon qui était finaliste tout à l'heure au 100 mètres brasse. Donc pour elle, c'est clair que la brasse c'est sa force et c'est vers la brasse qu'elle devrait remonter. Mais pour l'instant, c'est toujours Stéphanie Hussé et Marianne Dandois-Sanson qui vont tourner première et deuxième après la partie papillon. Donc on fait maintenant la transition pour un 100 mètres d'eau. Stéphanie Hussé et Marianne Dandois-Sanson, respectivement de Lac-Saint-Louis et de Montréal, qui sont toujours aux positions 1 et 2. La lutte qui est féroce entre ces deux-là. Et c'est Megan Wall de l'Abitibi qui a tourné en 3e position dans le couloir numéro 1. Donc après le virage, c'est toujours Stéphanie Hussé dans le 5e corridor qui est en première position. On voit les deux nageuses qui ont exactement le même rythme, l'écart qui reste le même entre les deux. Mais là, c'est Marianne Dandois-Sanson qui semble vouloir ouvrir la machine. Marianne qui est une très bonne dossiste, donc effectivement, c'est l'endroit qu'elle doit rattraper ses concurrentes, se remettre dans la course pour, lorsqu'elle fera le virage d'eau brasse, être pas très loin de ses adversaires. Donc, en première position, on retrouve maintenant Marianne Dandois-Sanson, suivie de Stéphanie Hussé. Et c'est toujours Megan Wall de l'Abitibi-Témiscamingue dans le couloir numéro 1 qui occupe la 3e position de ce 400 mètres 4 nages chez les filles. Donc, un dernier 25 mètres sur le dos. Et ensuite, on fera la transition vers la brasse. C'est peut-être là qu'on va voir des remontées assez spectaculaires des nageuses qui sont à l'arrière. On en a vu ce matin et on peut s'attendre à en voir encore pendant les finales ce soir. Tout à fait. C'est ce qui est magnifique du 400 mètres 4 nages, c'est que ça bouge d'un style à l'autre. Les positions de tête peuvent changer rapidement. Donc on voit ici Stéphanie Hussé qui semble vouloir préparer une remontée sur Marianne Dandois-Sanson et venir lui voler le premier rang. Ça va être très serré. Dandois-Sanson qui fait quand même le virage au premier rang après le premier 25 mètres de brasse. Et à l'arrière, ça semble vouloir se bousculer. Là. Dans le couloir numéro 3, Marie-Ève Weber, on en avait parlé de sa brasse, qui est une excellente brassiste. Eh bien, elle vient remonter au 4e rang.
tout comme dans le couloir numéro 1, Megan Wall de l'Abitibi qui fait présentement une très belle course. Va probablement même tourner deuxième, si je me trompe. Oui, effectivement. Tourne au deuxième rang, il reste un dernier. Notre finaliste, Marie-Philippe Bisaillon, qui était finaliste à la brasse, qui remonte très, très rapidement. C'est définitivement la meilleure brasseuse présentement dans l'eau. Donc, on va avoir une excellente fin de course. Il va nous rester un dernier 25 mètres de brasse après ce virage et ensuite style libre, donc le crawl qui est priorisé par les nageuses. On risque d'avoir un excellent sprint pour la finale de cette course 400 mètres 4 nages, la finale A. Ce qui va être difficile pour Marie-Philippe Bisaillon, c'est qu'elle a fait un très gros sprint présentement à la brasse pour tourner première, puisqu'elle était très, très loin. Ça pourrait lui coûter cher au crawl au niveau énergétique. Donc c'est tout de même elle qui vire en première position. Transition maintenant vers le style libre. On y va au crawl. Marie-Philippe Bisaillon de Montréal qui est en première position présentement, suivi de très près de Megan Wall de l'Abitibi-Témiscamingue. Dans le couloir numéro 5, Stéphanie Hussé de Lac-Saint-Louis qui est en troisième position. Oui. Donc c'est très très serré. On voit là, toute une remontée de Stéphanie Hussé de Lac-Saint-Louis. Oui. Qui fait une excellente course, qui a bien géré son énergie, qui va d'un très beau sprint. Ça va être très serré entre les couloirs 2 et 5. Un dernier virage et il nous reste un dernier 50 mètres de crawl avant la fin de cette course. Toujours en tête Marie-Philippe Bisaillon de Montréal, suivi de Stéphanie Hussé du Lac-Saint-Louis. En troisième position, Megan Wall dans le premier corridor de l'Abitibi-Témiscamingue qui fait une très belle course. Tout à fait. Donc, un dernier 25 mètres. Marie-Philippe Bisaillon qui est toujours en tête. Et on va oublier ce que je disais sur l'énergie qu'elle a gaspillée à la brasse. Je pense qu'il lui en reste en masse pour le finish au crawl. Donc, l'adrénaline de finale. Hein? Médaille d'or pour Marie-Philippe Bisaillon. Dans le couloir numéro 2, Stéphanie Hussé dans le 5 de Lac-Saint-Louis qui va chercher la médaille d'argent. Et Megan Wall va chercher une médaille de bronze pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue dans le couloir numéro 1. Donc, respectivement, Marie-Philippe Bisaillon, couloir 2 avec un temps de 5,9,56. Donc, qui a baissé son temps de 7 secondes. Quand même une très bonne course de sa part. En deuxième position, couloir 5, Stéphanie Hussé avec un temps de 5,12,02. Et en troisième place, Megan Wall de l'Abitibi-Témiscamingue, oui, avec un chrono de 5 minutes 12,88 centièmes. Donc, le Lac-Saint-Louis qui ajoute encore une fois une médaille à sa récolte. On peut dire que c'est une région qui est dominante en natation. Présentement, tout comme Montréal qui remporte encore une médaille d'or avec Marie-Philippe Bisaillon. Présentement, c'est une course, je pense, entre ces deux régions pour le tableau des médailles, mais un léger avantage présentement pour le Lac-Saint-Louis. Mais une belle troisième place pour l'Abitibi également, oui, avec Megan Wall. Une très belle course de Megan Wall qui avait très bien fait dans la course de préliminaire ce matin. Donc, vraiment une belle performance de sa part. Finale B, 400 mètres 4 nages, on retrouve Caroline Michaud de l'Est du Québec dans le premier couloir, Sarah Godon de l'Outaouais dans le deuxième, Ariane Cuillerier qui avait fait une très belle course ce matin de Laval dans le troisième corridor, Andrea Côté de la Rive-Sud dans le numéro 4, Cassandra Dionne de la Capitale-Nationale occupe le cinquième corridor et finalement Mila Bertaccini de la Naudière dans le corridor numéro 6. Donc, après le premier 25 mètres, c'est très difficile à départager, mais on semble avoir Andrea Côté dans le couloir numéro 4 de la région de la Rive-Sud qui veut prendre les devants, suivi de très près de Sarah Godon de l'Outaouais et de Mila Bertaccini de la Naudière dans le couloir numéro 6. Mais effectivement, présentement, personne ne veut complètement se détacher au papillon, quoique... Comme tu l'as dit, dans le couloir numéro 4, Andrea Côté de la Rive-Sud se détache légèrement, mais ce n'est pas une très grande avance sur ses compétitrices. Caroline Michaud de l'Est du Québec dans le couloir 1, entre autres, qui fait une belle course jusqu'à présent. Donc, Andrea Côté, durant son 25 derniers mètres, style papillon avant de faire la transition vers le dos. Il est en avant. En deuxième position, on retrouve Caroline Michaud de l'Est du Québec. Et en troisième place, c'est très serré entre les couloirs 2, Sarah Godon de l'Outaouais et Mila Bertaccini de la Naudière dans le couloir numéro 6. Toujours dominé par Andrea Côté. Par contre, Caroline Michaud se tire toujours bien d'affaire dans le couloir 1.
présentement tourne légèrement après Andrea Côté pour la deuxième longueur de dos. Mais aucune nageuse se démarque vraiment complètement. Avec les différents styles de nage, il peut se passer encore beaucoup de choses d'ici la fin de la course. Et on le voit là avec leurs chronos ce matin lors des préliminaires. C'est des chronos qui sont quand même assez rapprochés, assez semblables. Donc on peut s'attendre à une course assez serrée. Tout à fait. On l'a vu tout à l'heure comment la brasse peut changer rapidement la course. Donc on va attendre la fin du dos avant de prendre position, mais présentement, c'est Caroline Michaud de l'Est Québec qui semble avoir pris l'avance et la tête de cette finale B. En effet, Caroline Michaud qui pointe au premier rang devant Andrea Côté de la Rive-Sud. Et on voit très belle image ici, là, une course très serrée dans les couloirs 2 et 3 pour la troisième place entre Ariane Cuillerier de Laval et Sarah Godon de l'Outaouais. Donc, on va pouvoir voir si Caroline Michaud se débrouille bien à la brasse devant ses autres adversaires, puisque je pense qu'ils s'en viennent relativement vite dans les couloirs numéro 2, 3 et 4. Andrea Côté qu'on voit remonter très rapidement et Ariane Cuillerier qu'on voit au bas de l'écran dans le couloir numéro 3. Une excellente brassiste. Donc, on est pratiquement nez à nez pour les 4 premières positions. Donc, une très belle course jusqu'à présent. Donc, on est maintenant rendu aux derniers 50 mètres de brasse. Et Caroline Michaud et Sarah Godon dans le couloir numéro 2 qui tournent pratiquement maintenant, et c'est Sarah Godon maintenant de l'Outaouais qui prend une légère avance. Un très bon virage de Sarah Godon sur ce dernier virage de brasse, là, vraiment une très belle propulsion. Donc, ça lui permet de prendre les devants devant Caroline Michaud de l'Est du Québec qui fait toujours tout de même une très belle course. Et on a Ariane Cuillerier de Laval qui pointe au 3e rang présentement. Donc c'est présentement Sarah Godon qui a pris l'avantage du style brasse pour se détacher des autres adversaires. On voit les quarts qui se creusent, qui se creusent avec les 4 autres, mais pour les 4 autres, c'est extrêmement serré présentement. Donc, transition maintenant vers le style libre. 100 mètres de crawl pour terminer la course. C'est Sarah Godon de l'Outaouais qui est en première position, suivi. Eh bien, c'est assez difficile de les départager, mais il y a Caroline Michaud, Ariane Cuillerier, Andrea Côté et Cassandra Dionne qui sont toujours dans la course pour les positions 2, 3, 4 et 5. Donc, c'est Ariane Cuillerier dans le couloir numéro 3 qui tourne en 2e place. Alors que Sarah Godon est toujours à l'avant et réussit à garder le rythme. Donc, même si elle a fait une très belle brasse, réussit à garder le rythme lors du style libre. Tout à fait. Elle a fait à peu près la même stratégie que Marie-Philippe Bisaillon la vague précédente. Ou elle aussi qui était dans le couloir numéro 2. Donc, a utilisé la brasse pour se détacher de ses adversaires et après finit en force avec son style libre. Donc, on voit Sarah Godon de l'Outaouais effectuer son dernier virage avant le dernier 25 mètres afin d'assurer sa première position de cette finale B 400 mètres 4 nages chez les dames. En 2e position, on retrouve Ariane Cuillerier de Laval, mais très près derrière elle, Andrea Côté de la Rive-Sud. Ça va être très serré pour la 2e. Ouf, on va aller au tableau parce que c'est vraiment très serré ici pour la 2e et la 3e place. On attend de voir, c'est finalement Sarah Godon, première place, on l'avait confirmé, dans le couloir numéro 1. Ensuite, en 2e position, bon, j'ai l'impression qu'il y a un petit problème ici. Autant les plaques 3 et 4, depuis le début de la soirée, on a des problèmes avec les plaques numéro 3 et 4 qui semblent avoir un léger problème de contact. On va rester sur le tableau. Question de voir si les officiels vont afficher les temps d'Ariane Cuillerier ou Andrea Côté. Qui termine 2e. C'était très serré entre les deux. Très, très serré. Donc, dans le couloir numéro 3, c'est Ariane Cuillerier de Laval qui va chercher la 2e position. Finalement, oui. Finalement, dans le couloir numéro 4, et oui. Donc, les changements vont vite. Oui. 1 dixième
Oui, 1/10 de différence entre les deux nageuses. Donc, dans l'ordre, première place, deuxième corridor, Sarah Godon. La deuxième place va à Andrea Côté de la Rive-Sud et Ariane Cuillerier en troisième position de Laval. Donc, on se prépare maintenant pour le 400 mètres 4 nages chez les garçons. Le record des Jeux du Québec qui a été battu ce matin par Guillermo Cruz-Zuniga de la Rive-Sud. Donc, un candidat à surveiller dans cette course. Dans le corridor numéro 1, on va retrouver William Marois des Laurentides. Le deuxième qui est occupé par Christophe Thibodeau de la Rive-Sud. Le troisième, encore une fois de la Rive-Sud, Guillermo Cruz-Zuniga, le détenteur du record avec un temps de 4:35:37 enregistré ce matin. Maxime Fournier du Centre du Québec est dans le corridor numéro 4. Maxime Fournier qui avait fait une très belle course hier soir, on s'en rappelle. Marc-Antoine Nadeau de la Côte-Nord dans le corridor numéro 5 et finalement Nathan Baudin-Bolduc de la Capitale-Nationale est dans le corridor numéro 6. Ici Guillermo qui prend tout de suite les devants dans cette course. Guillermo qui est un spécialiste de la nage de papillon, ce qui lui permet de partir sa première partie de course rapidement mais sans brûler beaucoup d'énergie puisqu'il maîtrise déjà cette nage et qu'il est déjà plus fort que la majorité de ses concurrents. Donc, il peut prendre tout de suite l'avance, mais sans brûler trop d'énergie. Donc, pour lui, c'est un gros avantage. Donc, il faut s'attendre à le voir continuer à prendre une avance sur ses adversaires. Donc, dans l'ordre, on retrouve Guillermo Cruz-Zuniga en première position dans le couloir numéro 3, suivi dans les couloirs 2 et 4, respectivement de Christophe Thibodeau et de Maxime Fournier, qui sont nez à nez, avec dans le couloir numéro 1 aussi William Marois, qui ne s'en laisse pas imposer par les deux autres, tente de garder le rythme. Donc, après 75 mètres, après 25 mètres de dos, on a toujours Guillermo Cruz-Zuniga qui est en avant et qui creuse l'écart présentement. Qui semble tout à fait en contrôle. On voit son style de dos. On ne panique pas, la tête bien droite, une belle rotation d'épaule, une fréquence qui n'est pas excessive, mais une bonne traction sous l'eau. Donc, pour l'instant, Guillermo est en contrôle. Sûrement qu'il veut faire un meilleur temps à vie ici ce soir. Il est dans sa piscine, c'est ici qu'il s'entraîne. Donc, pour lui, d'avoir les Jeux chez lui, c'est sûrement très motivant d'avoir la famille dans les estrades. C'est une belle motivation supplémentaire. Oui, peut-être des amis ou quoi que ce soit. Donc, pour lui, il est sûrement motivé à faire le meilleur temps possible ce soir. Donc, Cruz-Zuniga qui est toujours en tête de cette épreuve du 400 mètres 4 nages garçon, alors qu'on fait la transition vers la brasse. Pointe en deuxième position Christophe Thibodeau de Rive-Sud, tout comme Cruz-Zuniga en deuxième place. En troisième place, c'est très serré entre les couloirs 1 et 4, Maxime Fournier et William Marois. Donc, on va voir, la brasse a fait la différence jusqu'à maintenant dans les deux épreuves de 400 mètres 4 nages qu'on a vues. On peut s'imaginer que ça va être encore le cas chez les hommes. Bien que Guillermo, présentement, semble intouchable et en parfait contrôle de sa course, la lutte pour les médailles d'argent et de bronze, par contre, devrait être très serrée. On voit ici 3 nageurs qui sont nez à nez au virage du premier 50 mètres de brasse. Donc, une belle remontée ici de Marc-Antoine Nadeau, oui. Marc-Antoine Nadeau de la Côte-Nord dans le couloir 5 qui fait une très belle remontée à la brasse et puis sans même vouloir s'emparer du deuxième rang. Mais comme on peut le voir, Guillermo Cruz-Zuniga qui est à l'avant et qui ne sera probablement pas inquiété d'ici la fin de la course. Donc maintenant, c'est une course contre lui-même pour tenter d'abaisser son temps réalisé ce matin. Lui qui est détenteur du record des Jeux du Québec depuis ce matin. Et il vient terminer sa troisième partie de course. Pour terminer, la toute dernière soit celle du 100 mètres libre, mais envoyé à l'arrière pour la médaille d'argent et de bronze. C'est une lutte à finir dans ce dernier 100 mètres. C'est là qu'on va avoir vraiment toute l'action. C'est là que ça va se battre pour une médaille parce qu'il ne faut pas considérer Christophe Thibodeau dans le couloir numéro 2 comme battu. Donc là, on voit maintenant Guillermo qui est toujours en contrôle de la course, qui va virer pour le dernier 50 mètres libre de sa course. Beaucoup d'avance, une demi-piscine d'avance sur son plus proche poursuivant qui est Maxime Fournier du Centre du Québec qui pointe au deuxième rang, donc a réussi à prendre un peu d'avance sur Marc-Antoine Nadeau de la Côte-Nord.
Reste maintenant à voir si Christophe Thibodeau, qui était à l'avant tout à l'heure de la Rive-Sud, va réussir à les rattraper, mais ça semble un petit peu plus difficile maintenant pour lui. Tout à fait. Donc, Guillermo Cruz-Zuniga qui vole vers une médaille d'or aux 400 mètres 4 nages chez les garçons. Reste à voir le chrono. Donc, très belle fin de course de sa part. On voyait beaucoup de détermination pour aller chercher le record des Jeux du Québec. Pour la deuxième position, on voit maintenant Maxime Fournier qui conforte sa médaille d'argent. Et en troisième place, Marc-Antoine Nadeau de la Côte-Nord. Donc, on va maintenant aller au tableau des chronomètres pour voir si Cruz-Zuniga a réussi à baisser son temps. Et tout à fait. Et c'est fait toute une course de Guillermo Cruz-Zuniga qui va d'un chrono de 4:32,93. Lui qui abaisse son record de 2 secondes. Donc, une très belle course pour Cruz-Zuniga qui abaisse le record des Jeux du Québec en plus de rafler la médaille d'or. Viennent le rejoindre sur le podium Maxime Fournier du Centre du Québec avec un chrono de 4:42,94. Et sur la troisième marche du podium, dans le couloir numéro 5, Marc-Antoine Nadeau de la Côte-Nord avec un chrono de 4:44,70 centièmes. Donc, on va maintenant se préparer pour la finale B du 400 mètres 4 nages. Donc, dans le premier couloir, Jérémy Labranche-Jacques de Richelieu-Yamaska. Au deuxième couloir, on retrouve Guillaume Johannis de l'Outaouais. Troisième couloir, Thomas Dignard de la Côte-Nord. Michael Diméo du Lac-Saint-Louis occupe le quatrième couloir. Dans le cinquième, Kyle Douglas de Lac-Saint-Louis. Et dans le sixième, Jacob Saint-Germain de la Capitale-Nationale. Les athlètes sont prêts pour le départ. Et le départ qui est lancé. Un excellent départ ici dans les couloirs 1 et 5. Donc on a Jérémy Labranche-Jacques et Kyle Douglas. Donc c'est Kyle Douglas qui va tourner au premier rang, suivi de très près de Labranche-Jacques dans le couloir numéro 1. Présentement, effectivement, Kyle Douglas semble vouloir vraiment prendre l'avance durant ce 100 mètres papillon. Mais toujours très proche. Personne n'est vraiment démarqué présentement, même s'il y a une légère avance pour Kyle Douglas. Ça risque d'être encore une fois une course serrée du début à la fin. Et comme on sait, c'est une longue course, donc il y a des coureurs qui utilisent différentes stratégies. On va attendre de voir le dos et aussi la brasse qui souvent font la différence dans ces courses-là. Effectivement, donc des changements de position tout au long de la course. Si vous aviez une épreuve, Pascal, à choisir comme étant votre préféré, ce serait quoi? Oui, le 400 4 nages est le fun, mais le 200 4 nages est vraiment une belle épreuve. Puisqu'on met plus de vitesse et c'est la même chose, mais c'était effectivement deux belles épreuves, mais pour des choses un petit peu différentes. On voit plus de changements de position dans un 400 mètres 4 nages, mais le 200 mètres 4 nages est très spectaculaire de par sa vitesse de course. Et ça nécessite aussi beaucoup de polyvalence pour les nageurs qui doivent vraiment bien maîtriser et contrôler les 4 nages. Donc, ça donne lieu à des épreuves assez intéressantes. On le voit encore là, Kyle Douglas dans le couloir numéro 5 qui est rattrapé par Thomas Dignard de la Côte-Nord dans le numéro 3. Donc un petit peu de pression ici pour Kyle Douglas qui n'en avait pas eu vraiment depuis le début de la course. Les deux nageurs qui vont virer exactement en même temps ou presque à ce virage d'eau. Donc... mais Kyle résiste quand même aux attaques de Thomas Dignard. On va voir les autres candidats qui semblent légèrement plus loin, mais encore là, on le dit, la brasse peut faire une très très grande différence. Donc présentement, attendons voir. Au troisième rang, on retrouve Guillaume Johannis de l'Outaouais et la brasse est lancée. Kyle Douglas qui est toujours en tête, suivi de Thomas Dignard de la Côte-Nord dans le couloir numéro 3. Attendons de voir s'il y a des coureurs qui vont faire une remontée lors de la brasse. Ça semble être le cas dans le couloir numéro 2 de Guillaume Johannis. Tout à fait. Également, Jérémy Labranche-Jacques dans le couloir numéro 1 semble vouloir utiliser la brasse pour se relancer.
Donc Kyle Douglas qui creuse l'écart. Mais lui aussi, avec ses poursuivants. C'est un excellent nageur de brasse. Lui aussi a décidé de prendre la brasse pour se relancer. Donc ça n'aide pas les concurrents qui essayent derrière de le rattraper avec leur brasse. Donc vraiment le Kyle Douglas qui semble avoir ouvert la machine. L'écart qui se creuse avec ses poursuivants. On va attendre de voir derrière qu'est-ce que ça donne pour les positions 2, 3 et 4. C'est très serré dans les 3 premiers couloirs entre Guillaume Johannis, Thomas Dignard et Jérémy Labranche-Jacques. Donc les 3 coureurs qui tournent presque en même temps. On semble avoir une petite avance du côté de Guillaume Johannis dans le couloir numéro 2, mais c'est vraiment minime. Donc Kyle Douglas qui s'approche de son virage transition vers le style libre. C'est maintenant vraiment une belle avance sur ses concurrents. Donc, il va être difficile à rattraper. Je pense que ça va vraiment jouer pour la 2e, 3e et 4e position entre les couloirs 1, 2 et 3. C'est là que se fait vraiment la course. C'est là que se passe la lutte, course. Oui. On va le voir, là, la lutte qui semble être très serrée, le virage. Serré. Les 3 coureurs qui sont presque à égalité. Tout à fait. Il y a les couloirs peut-être numéro 2. Guillaume Johannis qui semble vouloir légèrement se détacher tranquillement. Mais Thomas Dignard de la Côte-Nord qui le suit. On a laissé un petit peu Jérémy Labranche légèrement derrière pour le dernier sprint. Mais pour l'instant, c'est toujours Kyle Douglas qui s'en va seul vers la victoire de cette finale B du 400 mètres 4 nages. Donc Kyle Douglas qui survole cette piscine-là est vraiment seul dans cette course. Et il va confirmer sa victoire. Donc Kyle Douglas vainqueur de la finale B 400 mètres 4 nages. Et la 2e position ira à Guillaume Johannis de l'Outaouais et Thomas Dignard de la Côte-Nord qui termine en 3e position. Donc un chrono de 4:52,70 pour Kyle Douglas. Donc un excellent chrono, lui qui abaisse son temps d'une dizaine de secondes. Au 2e rang, dans le couloir 2, Guillaume Johannis avec un temps de 4:57,58. Et la 3e place qui va il faut attendre pour Thomas Dignard. Ça vient d'être corrigé le chrono. Donc Thomas Dignard avec un temps de 4:58,33 qui va chercher le 3e rang. Donc on se prépare maintenant pour la finale 100 mètres papillon chez les filles, la finale A qui opposera dans le couloir numéro 1 Nicole Rottenberg de Lac-Saint-Louis. Dans le 2e, Eliana Baudry de Lac-Saint-Louis toujours. Le 3e couloir qui est occupé par Béatrice Côté-le-Duc de Montréal qui est détentrice depuis ce matin du record des Jeux. Le 4e couloir, Daphné Daniloc de Montréal. Le 5e couloir, Alicia Arcan des Laurentides. Et finalement, Amélie Cloutier de l'Abitibi-Témiscamingue dans le couloir numéro 6. Une finale qu'on attendait depuis ce matin, Pierre-Paul. On l'a dit, c'est Béatrice Côté-le-Duc qui a le record au 100 mètres papillon depuis ce matin. Par contre, Eliana Baudry et Daphné Daniluc pourraient lui ravir ce titre et ce record. Et présentement, c'est Eliana Baudry qui est partie comme une bombe, qui veut vraiment cette médaille d'or, qui veut vraiment ce record, je pense. Son premier 50 mètres était vraiment tout en puissance. Les temps de qualification des Jeux du Québec d'Eliana Baudry et de Daphné Daniloc étaient inférieurs à celui de Béatrice Côté-le-Duc. Donc c'est un bel exploit pour elle d'avoir enlevé le record des Jeux ce matin. Mais là vraiment, Eliana Baudry ne semble pas vouloir lui faire de cadeau. Une très belle course de sa part. On est maintenant dans le dernier 25 mètres et Eliana Baudry a une avance quasi insurmontable pour Béatrice Côté-le-Duc qui pointe en 2e position. Daphné Daniloc qui est en 3e place de Montréal. Et c'est confirmé. Médaille d'or pour Eliana Baudry du Lac-Saint-Louis. On va attendre de voir si le record des Jeux a encore été abaissé. Et oui, de 2 secondes. Donc un temps de 1 minute 11 centièmes pour Eliana Baudry. Béatrice Côté-le-Duc qui va chercher la médaille d'argent avec un temps d'une 4:01. Et finalement, Daphné Daniloc, on attend son temps. Oui, voilà, ça vient d'être affiché. 1 minute 4, 1 centième de seconde pour Daphné Daniloc. Donc, dans l'ordre, médaille d'or, Eliana Baudry, Lac-Saint-Louis. Béatrice Côté-le-Duc de Montréal enlève la médaille d'argent. Et Daphné Daniloc, elle aussi de Montréal, qui va chercher une médaille de bronze. Donc, très belle course d'Eliana Baudry. Vraiment, on voyait qu'elle ne voulait pas faire de cadeau. Elle était là pour l'or et elle était là pour le record aussi. On l'a vu dès son entrée à l'eau. Quand on parle de sortir des blocs, l'expression se tient tout à fait avec Eliana dans cette course.
elle est vraiment sortie des blocs et pour elle, il n'y avait plus rien derrière elle. Et donc, une course vraiment parfaite pour Eliana Baudry au 100 mètres papillon. Elle qui devient médaillée d'or et aussi détentrice du record des Jeux du Québec. On se prépare maintenant pour la finale B dans cette catégorie 100 mètres papillon. Chez les dames, dans le couloir numéro 1, on va retrouver Marianne Côté de l'Est du Québec. Dans le couloir numéro 2, Okwoza Mafuana de la Rive-Sud. Dans le couloir numéro 3, Eliane Dolan de Rive-Sud. Le 4e est occupé par Catherine Gauthier de la Capitale-Nationale. India Lafont du Centre du Québec dans le 5e. Et finalement, Rachel Kaya de la Mauricie dans le 6e couloir. On est prêt pour le départ et c'est donné. Le départ est bon, font signe les officiels. Donc, dans le début de course très serré dans le couloir numéro 4, on a Catherine Gauthier qui semble vouloir se détacher un petit peu, mais c'est très difficile à dire. Eliane Dolan également très rapide sur le premier 25. Ça va être une course serrée, mais dans le couloir numéro 6, c'est Rachel Kaya de la Mauricie qui semble vouloir essayer de causer une surprise. Vraiment, là, Rachel Kaya qui réussit à garder le rythme, même si elle est dans un couloir éloigné, elle ne voit pas très bien le rythme de course. C'est elle qui impose son rythme. Mais présentement, c'est les Eliane Dolan et Catherine Gauthier, par contre, qui semblent vouloir vraiment sortir pour la dernière longueur. Donc, un dernier 25 mètres à faire. C'est Catherine Gauthier qui... c'est très difficile. Catherine Gauthier qui a une légère avance sur Eliane Dolan. Dans les couloirs 4 et 3, les deux nageuses sont très serrées. Et c'est finalement Catherine Gauthier qui remporte cette finale B devant Eliane Dolan de la Rive-Sud. Troisième position, le temps de Rachel Kaya. Donc oui, troisième position, une 8,70 pour Rachel Kaya. Donc, une excellente course pour Catherine Gauthier qui a réussi à maintenir le rythme jusqu'à la fin, jusqu'à la victoire. Et le temps ici d'Eliane Dolan qui n'est pas encore affiché. Donc on va attendre la correction des juges. Et voilà, première position, Catherine Gauthier de Capitale-Nationale. En deuxième, Eliane Dolan de la Rive-Sud. Et en troisième position, c'est finalement le couloir numéro 2, Okwoza Mafuana de la Rive-Sud. Donc, on se dirige vers la dernière épreuve ensemble. Notre dernière épreuve ensemble, oui, la dernière de notre diffusion ici en natation à la piscine du Cégep Édouard-Montpetit de Longueuil. Donc, finale A, chez les garçons, 100 mètres papillon dans le couloir numéro 1. Michael Pouliot de Richelieu-Yamaska, Samuel Danjou de Capitale-Nationale dans le deuxième. Fedi Jedidi à surveiller de Montréal dans le troisième couloir. Une lutte à terminer avec Émile Gouin du quatrième couloir de Lac-Saint-Louis. Anthony Hubert-Cardo de Capitale-Nationale et finalement Monsieur Lafontaine-Giguère, Thomas je crois. Thomas, oui. Thomas Lafontaine-Giguère, oui, sur petite faute sur mes notes. Donc de Laurentide dans le dernier couloir. Présentement, c'est Émile Gouin qui a pris les devants. Émile qui a déjà gagné le 200 mètres libre plus tôt ce soir pourrait se diriger vers une deuxième médaille d'or de la soirée et peut-être un record des Jeux puisqu'il était très proche du temps que J.D. Fedidi a fait ce matin comme record. Fedi Jedidi qui tente une remontée ici dans le dernier 25. Ça va être très serré pour l'arrivée. C'est très serré. Fedi Jedidi qui remonte. Et finalement, on va aller au chrono parce que vraiment c'est à départageante Émile Pour la Gouin. médaille de bronze aussi pourrait être... Donc le temps de Fedi Jedidi qui n'est pas affiché, encore des problèmes. On va attendre. On sait que c'est un record des Jeux pour sûr puisque c'est 57,81 pour Émile Gouin. Donc, il reste maintenant à voir le temps de Fedi Jedidi. Oui. Et pour la troisième position aussi extrêmement serrée, on regarde ça, moins de 2 dixièmes entre la troisième et la sixième position. Donc ça serait dans le couloir numéro 1. Michael Pouliot qui irait chercher sous toute réserve la médaille de bronze. On va attendre de s'assurer que le tableau est officiel. Donc on attend toujours le verdict des officiels de course sur le temps de Fedi Jedidi. Et finalement, c'est Émile Gouin qui remporte la course avec 6 centièmes d'avance. Donc un temps de 57,81 pour Émile Gouin. Fedi Jedidi dans le couloir 3 avec une médaille d'argent. Donc toute une course, vraiment une course très spectaculaire. Une courte distance, 100 mètres papillon.
Dans l'ordre, la médaille d'or va à Émile Gouin, l'argent à Fedi Jedidi de Montréal et la médaille de bronze à Michael Pouliot de Richelieu-Yamaska. Quoi de mieux pour finir notre soirée? Toute une course, vraiment, là, toute une performance de Émile Gouin et de l'équipe du Lac-Saint-Louis qui a vraiment été impressionnante ce soir. Tout à fait. Donc, dernière course de la soirée, la finale B, 100 mètres papillon chez les hommes. Mathieu Filion dans le couloir numéro 1 de l'Est du Québec. Dans le deuxième, Charles-Philippe Lecavalier de Rive-Sud. Victor Mercier de Chaudière-Appalaches dans le troisième. Orion Kevlar de Bourassa dans le quatrième couloir. Michael Laroche de Rive-Sud occupe le cinquième. Et Stéphane Muller de Lac-Saint-Louis pour terminer dans le sixième couloir. Donc, en ce dernier départ de la soirée, c'est présentement Orion Kevlar qui semble prendre une légère avance après le premier 25 mètres. Et c'est lui qui semble vouloir vraiment se détacher du groupe. Oui, vraiment, il veut finir ça en beauté. Une très belle course ici pour Orion Kevlar de Bourassa, vraiment. Une très belle avance en deuxième position dans le couloir 3. On a Victor Mercier de Chaudière-Appalaches et la troisième position qui va présentement à Charles-Philippe Lecavalier de Rive-Sud qui occupe le couloir numéro 2. Mais pour l'instant, c'est Orion Kevlar qui est fin seul dans cette course. Un dernier 25 mètres pour lui. On l'a vu lors de la vague précédente. Le dernier 25 mètres peut faire un très beau sprint, mais vraiment Orion Kevlar qui est seul lors de cette course. L'athlète de Bourassa qui se dirige vers une victoire de cette finale B. 100 mètres papillon, mais on va avoir une course très serrée pour la deuxième et troisième place entre les couloirs 2 et 3. Il va falloir aller au tableau pour déterminer qui de Charles-Philippe Lecavalier et de Victor Mercier a fini en deuxième position. Et encore une fois, le couloir numéro 3 qui nous donne s'affiche pas. Des problèmes. On garde le suspense jusqu'à la fin. Pourquoi changer une formule gagnante ce soir? Donc, on attend toujours le chrono de Victor Mercier. Et c'est finalement Charles-Philippe Lecavalier qui va chercher la deuxième position de cette finale B. Donc, dans l'ordre, première position, Orion Kevlar de Bourassa. Deuxième position, Charles-Philippe Lecavalier de Rive-Sud. Et en troisième position, Victor Mercier de Chaudière-Appalaches. Donc, une très belle soirée de course ici, de natation au cégep Édouard Montpetit de Longueuil. Donc, c'est ce qui complète notre séjour ici au cégep Édouard Montpetit. Pascal Saint-Pierre, directeur adjoint de la Fédération de natation du Québec et aussi responsable de l'aide au club. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Votre analyse n'avait pas de prix pour nous, vraiment. C'était un plaisir de travailler ensemble. Merci à toi, Pierre Boll. Ça a été un plaisir de travailler avec vous. Donc, c'est tout pour nous pour ce soir. Donc, on rappelle une très belle soirée de course, des records qui ont été battus, beaucoup de médailles qui se distribuent du côté du Lac-Saint-Louis et de Montréal. Donc, ça va resserrer encore plus le tableau des médailles. Nous et l'équipe de TVGO, on se retrouve demain maintenant pour les diffusions de baseball. On va diffuser demain les demi-finales et mardi les finales de baseball. Donc, on se revoit demain à l'extérieur sur les terrains de baseball. C'est tout pour nous pour la natation. Merci d'avoir été des nôtres. Nous sommes en direct du cégep Édouard Montpetit de Longueuil pour la diffusion de cette 49e finale des Jeux du Québec Agglomération Longueuil 2014. Je suis Pierre-Paul Biron et je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée et merci d'avoir été des nôtres. Ce reportage sur l'agglomération de Longueuil vous est présenté par Jean Coutu, partenaire de prestige des Jeux du Québec. Donc, mon nom c'est Vincent Jourdanet, je suis athlète de kayak de vitesse depuis 7 ans. Ça va être ma 7e année cette année. Canoë-kayak de vitesse fait son grand retour aux Jeux du Québec en 2014. Moi, j'ai participé en démonstration en 2012. La passion avant tout. Il faut savoir en quelque sorte le physique qui est fait pour ça. On remarque souvent sur le côté physique qu'on est fait en V. On a souvent un haut du corps plus fort que les jambes. Il faut des bons abdominaux parce que c'est surtout ça qui force, ça paraît pas. Mais c'est surtout ça qui force quand on fait une course, c'est pas beaucoup nos bras. Si on est plus un gars de 1000 mètres,
c'est plus l'endurance qui va prôner. Quand tu es un gars de 200 mètres, c'est l'explosivité qui va prôner. Parce que les gars qui soient extrêmement explosifs, autant sur le départ que sur tout le restant de la course, et les coups, c'est des moulins avant. Ça n'arrête pas, ça enchaîne, ça enchaîne. Le canot, c'est déjà beaucoup moins stable que le kayak, naturellement, parce que le canot, on est à genoux, on a juste un point d'appui d'un seul côté, tandis que le kayak, on est assis et on a deux points d'appui de chaque, on a un point d'appui de chaque côté, donc on ne peut pas vraiment perdre l'équilibre juste d'un côté, on peut se retenir des deux côtés. Parce que le canot, s'ils perdent l'équilibre du côté qui ne rame pas, c'est pas mal fini, ils sont tombés dans l'eau. Mon inspiration, c'est Adam Van Koverden. C'est notre champion national et mondial en canot-kayak de vitesse. Surtout, c'est le champion du 1000. J'aimerais me rendre aux Olympiques. J'aimerais me rendre aux Olympiques en K1 ou en K2 ou en K4, peu importe. Là. Mais c'est sûr que mon grand rêve, ça serait en K1. Surtout en 1000, parce que pour le moment, j'ai l'air de plus m'aligner comme être un gars de 1000. Ce reportage sur l'agglomération de Longueuil vous est présenté par Jean Coutu, partenaire de prestige des Jeux du Québec. Ce profil de fédération sportive vous est présenté par la Fondation des Jeux du Québec. La Fédération de basketball Québec existe depuis 1970. Elle a été créée avec la venue des Olympiques, comme la majorité des sports, je dirais, la Fédération Unisport au Québec. Donc, et pour un besoin aussi, le basketball est en développement à ce moment-là, et donc elle existe depuis maintenant une quarantaine d'années. La Fédération a recensé autour de 40 000 membres pour la dernière année. Et les services qu'on offre, autant au niveau de la formation des entraîneurs, des officiels, développement des athlètes de haut niveau avec les programmes de sport-études, les programmes des équipes provinciales. On a quand même quelques athlètes masculins et féminins là, qui ont passé par les circuits québécois ici et qui ont eu et qui ont encore des bonnes carrières au plus haut niveau. On peut parler de Pascal Fleury. Je pense que tout le monde connaît, là, qui est maintenant revenu au Québec, qui a eu une bonne carrière dans la NCAA aux États-Unis et aussi dans la Ligue professionnelle en Europe. Il y a aussi Samuel D'Alembert, qui était de passage, a quand même été ici quelques années au Québec, au programme Pagé Concordia à ce moment-là, et qui ensuite a poursuivi son cheminement dans la NCAA et encore un joueur dans la NBA. Et on a Chris Joseph aussi qui a passé par des programmes ici au Québec, qui était un choix de première ronde l'an passé avec les Celtics de Boston, puis maintenant là, qui chemine dans des ligues au niveau international. On va lui souhaiter de revenir à la NBA, mais il reste un joueur de haut niveau. Du côté féminin, on peut parler des Sœurs Goudreau qui sont présentement dans la NCAA. Qui poursuivent leur cheminement, qui sont des athlètes de la région de l'Outaouais. Et on a Nara Fields aussi, qui est dans la région de Los Angeles, là, qui elle aussi poursuit son cheminement dans la NCAA. On leur souhaite de pouvoir se rendre au niveau professionnel et d'atteindre leur rêve en basket. Mon
nom, c'est Louis-Philippe Gravel. Je suis le responsable de la Société de sauvetage pour le sauvetage sportif. La Société de sauvetage, dans le fond, c'est un organisme à but non lucratif qui a vu le jour en 1909 et dont la mission première, dans le fond, c'est de faire la prévention des noyades et des traumatismes reliés à l'eau. Donc, on pense à tous les plages, les piscines résidentielles, les piscines privées. Donc, au-delà de la mission première de la Société de sauvetage, qui est de faire la prévention de la noyade, on a également l'organisme au Québec qui est responsable de toute la formation des sauveteurs. Donc, dans le cadre de ce travail-là, nous, en tant que fédération, on offre des services de formation et des conseils personnalisés dans plusieurs domaines qui touchent, dans le fond, tout ce qui touche à l'aquatique. Donc, on pense au sauvetage, à la gestion aquatique, aux premiers soins. Donc, au niveau de la Société de sauvetage, au-delà de notre mission puis de la formation, nous, dans le fond, on est une fédération sportive aussi. On régit ce qu'on appelle le sauvetage sportif partout au Québec. Le sauvetage sportif, c'est un sport qui a vu le jour en 1956 en Nouvelle-Zélande et en Australie. Au Québec, ça a vu le jour en 1979 au Cap-Rouge. C'est là qu'on a vu notre première compétition. Puis à ce jour, c'est un sport qu'on compte environ, qui regroupe 300 athlètes et entraîneurs partout au Québec, à travers une quinzaine de clubs. Au niveau des compétitions de sauvetage sportif, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que notre sport regroupe, si tu veux, trois disciplines. Donc, dans un premier temps, on a ce qu'on appelle le volet technique, qui est essentiellement des compétitions de premiers soins. Puis ensuite, on a ce qu'on appelle le volet piscine et le volet plage. Dans le fond, c'est les deux volets qu'on a présentés en 2014 aux Jeux du Québec. Ce profil de fédération sportive vous est présenté par la Fondation des Jeux du Québec. Coopérer aux nouvelles habitudes de... OK, Xavier. Et hop, 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 et hop, 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 hop. Puis, gagnes-tu? Mais ça que je gagne. C'est malade. À chaque fois que je pèse ici, je mets de l'argent de côté. Ça s'appelle Hop Épargne. OK. Ah, ça nous prend ça. Mais hein? Tous les moments sont bons pour épargner avec le nouvel outil Hop Épargne, un avantage exclusif aux membres des jardins. Chez Couche-Tard, la caisse de 12 canettes de Pepsi Max Mountain Dew ou Orange Crush coûte juste 3,33. En plus, c'est à côté. Couche-Tard, prêt? J'y vais.